On a donc vu que la déclaration if-else permet de faire exécuter des blocs de code, des blocs d'instructions à JavaScript en fonction des résultats de l'évaluation d'un test. On peut aussi enchaîner les if, else if, si on a plusieurs valeurs possibles à tester. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on a trop de valeurs, ça va nous faire des imbrications qui sont vraiment nombreuses et difficiles à relire. Là, je vous ai préparé un petit exemple où je teste la valeur de i pour 0, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. Et ensuite, je mets un cas général. Et donc, on voit que le code, au bout d'un moment, ça devient relativement lourd à lire et à comprendre. Alors, il est possible avec Aptana, dans le menu Edit, de faire un formatage du code qui permet de retrouver des indentations et de mieux organiser le code. Mais malgré tout, ça reste compliqué à relire. Et au bout d'un moment, ça devient plus maintenable, surtout quand les conditions sont plus complexes, quand le code est plus complexe. Autre chose, au niveau JavaScript en lui-même, quand il va rentrer dans ces conditions-là, il va commencer avec le premier if, il va devoir aller récupérer la valeur de i, la comparer avec 0, renvoyer donc un résultat. Ici, le résultat sera true, donc on passera directement ici et on s'abstiendra des autres étapes. Mais si i ne vaut pas 0, qu'il va falloir retourner cette valeur, faire comprendre que c'est pas dans ce cas-là qu'on se trouve et donc qu'il faut aller dans le else. Et là, on recommence, on récupère encore une fois la valeur de i, puisque JavaScript ne va pas garder celle-ci en mémoire. Là, il va retourner la chercher, continuer à la comparer. Il va y avoir beaucoup de traitements qui ne sont pas nécessairement utiles pour JavaScript. Donc cette portion de code est valide, mais c'est pas la plus légère ni la plus adaptée pour ce genre de cas. Pour ce genre de cas, on va avoir un bloc d'instructions qui s'appelle switch case, qui existe en JavaScript et qu'on va détailler tout de suite. Alors, en faisant attention que c'est une syntaxe vraiment très particulière dans JavaScript. C'est vraiment quelque chose dont il faut garder la structure en mémoire parce qu'elle est différente de ce qu'on a habituellement en JavaScript. Donc pour déclarer une condition switch, c'est très simple, c'est avec le mot-clé switch. Ici, donc, on va plus avoir une condition, ici, on va avoir une expression. Et tout le reste de l'instruction va se faire dans un bloc à part. Et dans ce bloc, on va énumérer tous les cas que l'on envisage pour la valeur de expression. Donc là, pour expression, je vais mettre i, et je vais mettre donc tous les cas possibles. Et les cas se déclarent avec l'instruction case. Case, puis la valeur recherchée. Donc là, par exemple, case 0, 2 points, et à la ligne, je vais enchaîner les instructions que j'ai envie de faire exécuter à JavaScript quand i aura la valeur 0. Donc là, je vais mettre un alerte. I vaut 0. Alors, je vais faire du copier-coller. Donc là, ensuite, je vais prendre le cas 1. I vaut 1. Cas 2. Et à la fin, JavaScript me donne la possibilité de définir un cas général si aucun des cas que j'ai répertoriés ne correspond à la valeur de i. Donc ce cas-là va s'appeler default, qui va être appelé lorsque la valeur de i n'aura pas été trouvée dans tous les cas listés. On le met en dernier par convention. C'est pas une obligation, puisque s'il est en première position, le code sera tout aussi fonctionnel. Mais c'est vrai que par convention, on a l'habitude de mettre default en dernier. Autre valeur. Donc pour initialiser i, cette fois-ci, je ne vais plus mettre une valeur en dur comme je faisais précédemment. Je vais donc toujours faire un var i est égal. Et cette fois, je vais faire un prompt. Alors prompt, c'est un peu la même chose qu'un alerte, sauf que là, ça va me demander d'entrer une valeur. Donc ça va m'ouvrir une petite boîte de type alerte, mais avec un champ à remplir à l'intérieur. Donc prompt, entrer la valeur de i. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir affiché une petite boîte avec marqué « Entrer la valeur de i », une zone de saisie où je pourrais rentrer la valeur de i, et une fois que j'aurai fait « Entrer », OK, prompt va renvoyer la valeur que j'ai rentrée, ensuite sera affectée à la variable i. Donc si je prends ce code et que je me place dans ma page de test, CTRL-V, j'insère la portion de JavaScript. Donc là, on me demande bien « Entrer la valeur de i ». Alors pour le premier cas, je vais mettre 10 par exemple. 10, il me marque autre valeur, parce que c'est aucun des cas que j'ai prévu, donc ce sera une autre valeur. Donc tout fonctionne bien. Si je recommence le test,
Si je mets 5, horreur et stupéfaction, pourtant je lui ai bien dit que si i valait 5, il fallait m'afficher i vaut 5, là il me met autre valeur. Donc ça signifie que JavaScript n'a pas trouvé la valeur que j'ai rentrée dans sa boucle. Alors on va essayer de faire ça différemment, puisque en fin de compte, dans cette boîte prompt, on me demande de rentrer du texte, donc au final c'est peut-être du texte que l'instruction attend. Donc plutôt que de mettre des valeurs numériques, je vais mettre, alors c'est un peu embêtant, voilà. Insérer, et là si je mets 5, c'est magnifique, il a bien compris que c'était la valeur que j'avais répertoriée ici, et il me met bien i vaut 5. Alors cet exemple vous montre bien que Switch, contrairement à ce qu'on peut avoir pour les autres structures, Switch fera une comparaison donc entre son paramètre et les différents cas listés, mais une comparaison stricte. C'est-à-dire que ici, en interne, il va demander est-ce que i égale la chaîne 0. Puisqu'on a vu, si on ne met pas les guillemets, on ne rentre pas dans cette condition. Alors, tiens, en fait, j'ai cliqué trop vite. C'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo, justement. Comment ça se fait que, dans ce cas-là, on ait deux boîtes d'alerte? Ça semble étonnant, mais c'est ce qu'on va voir juste maintenant.